Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. On va revenir sur les championnats de France sur route course en ligne féminine. On va revenir sur ce qui s'est passé pendant cette course. On parlera donc top flop. Il n'y aura bien entendu pas de bilan des Bleus, vu que ce sont que des Françaises. On fera également une petite preview de la course masculine qui aura lieu demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous a surpris au niveau des résultats. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, mais également moto et fin. Et puis là, à partir de la semaine prochaine, on est... Tour de France, et il va y avoir beaucoup de vidéos sur le Tour de France, que ça soit en amont ou pendant les 4 semaines, parce que je rappelle que je fais également le Tour de France féminin, donc pendant les 4 semaines, vous allez voir au mois de juillet énormément ma trombine. On commence tout de suite avec ce championnat de France féminin, parcours exigeant quand même du côté de Cholet. Alors c'est pas qu'il y ait énormément de dénivelé positif, on est quand même dans les Pays de la Loire, c'est pas parce qu'on a des côtes extrêmement dures, c'est en fait que c'est un circuit où il y a beaucoup de relances, et comme on n'a pas énormément on n'a que des petites difficultés, on va dire des faux plats, si vous voulez faire un écart, il faut tout de suite mettre le curseur très haut en termes de puissance, en termes de watts, pour pouvoir faire des écarts. Donc forcément, ce sont des efforts où vous n'avez pas 150 cartouches pendant la course. Vous ne pouvez pas faire 150 attaques, parce qu'au bout d'un moment, ça se paye. Et les équipes qui voudront rendre la course difficile pourront le faire. Voilà, chez les garçons, on a vu chez les filles. La FDJ a tenté le coup. Bon, ça s'est un peu retourné contre eux. Mais c'est pas une sprinteuse qui s'impose. Audrey Cordon-Rago n'est pas une sprinteuse. Donc ça a été assez intéressant. Le parcours a été animé. Il y a quand même des équipes qui se sont trouées aujourd'hui. Et ça semble assez surprenant. Et puis... On a eu vraiment une belle course, et j'avais peur de m'ennuyer, très clairement. C'est pour ça que je vous avais dit après le chrono, est-ce que je vais faire un débrief? Je sais pas, parce que si je m'étais ennuyé, j'aurais pas fait de débrief. Voilà, je vous le dis, j'aurais fait un débrief commun avec les garçons, mais je me suis vraiment bien intéressé à la course. Je trouvais qu'il n'y avait pas eu beaucoup de temps mort. Il y a eu pas mal de rebondissements, et puis en termes de stratégie, il y a pas mal de choses à dire, donc c'est intéressant. Je rajoute également, parce que là on commence à arriver au Tour de France, il va y avoir une vidéo départ fictif. Il va donc y avoir un onglet, une question qui vous sera posée dans l'onglet communauté. Vous pourrez poser vos questions pour la vidéo départ fictif. Donc je rappelle départ fictif. Vous posez vos questions sur le Tour de France, favoris, étapes, plein de choses, même que vous voulez voir du côté du cyclisme. Du côté du Tour de France, voilà, vous voulez apprendre un peu plus peut-être sur le Tour de France. N'hésitez pas à poser vos questions, je prends les meilleures, j'en fais une vidéo qui sera donc en ligne entre mardi, je dirais mercredi ou jeudi, on va dire ça comme ça, vu que le tour part un vendredi, c'est vrai que ça change un petit peu mon programme. Donc voilà, alors je ne sais pas si c'est dès que cette vidéo sera en ligne que vous pourrez poser vos questions, si c'est un peu avant, ou peut-être demain, mais ça sera dans les heures à venir, après l'enregistrement de cette vidéo, que ça se déroulera. Et bah tout de suite, on commence par les coureuses au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureuses au top, on commence tout de suite avec la vainqueur du jour. Alors vous allez voir, pour les coureuses au top, je suis pas féché pour 3 d'entre elles. Mais en même temps, quand il y a du talent et quand c'est bien fait, il n'y a pas besoin non plus de s'énerver énormément. Audrey Cordon-Rago, vainqueur du jour. Course parfaite de Audrey Cordon-Rago. C'est rare sur un championnat national parce que souvent il faut improviser. Les vainqueurs souvent des championnats nationaux quand même, c'est des gens qui ont une science de la course. Quand tu regardes le palmarès, alors il y a eu Cavagna, c'est vrai que c'est peut-être pas le coureur le meilleur dans ce domaine-là, mais il était fort le jour où il s'est imposé quand même, Cavagna, et puis s'est imposé un petit peu en solitaire. Mais quand tu regardes bien, Vauclair a été champion de France, Didier Rousse, c'est pas les plus débiles qui sont champions de France.
hein, on est d'accord là-dessus. Et Audrey Cordon-Rago, elle confirme ça, parce que c'est quand même une fille qui a une grande intelligence de course. Les quelques fois elle a commenté des courses sur Eurosport, mais j'ai toujours aimé. Je pense qu'à la fin de sa carrière, elle fera une très bonne commentatrice, que ce soit des courses masculines ou féminines. Parce que ça m'énerve aussi, hein, la phrase que c'est tout à fait normal que les filles fassent moins de kilomètres que les garçons. Et deuxième truc, qu'il n'y a que les filles qui peuvent commenter des sports féminins et il n'y a que les garçons qui peuvent commenter des sports masculins. Non, quand on est capable de commenter un sport, on est capable de commenter n'importe lesquelles de ses versions, normalement. Et comme un handisport peut totalement commenter, Jérémias peut totalement commenter du tennis valide, et comme je sais pas, un Julien Casoli connaît également les performances des athlètes valides du côté de l'athlétisme. Donc là aussi, ça a tendance à m'énerver légèrement. Et comme moi, je suis en capacité de commenter des épreuves valides et des épreuves handisport, malgré le fait que j'ai 2 jambes et 2 bras. Ça m'empêche pas de comprendre un petit peu le handicap quand même sur certains points, d'avoir un petit peu d'empathie et de réfléchir. Bon, alors du côté d'Audrey Cordon-Rago, intelligence de course, elle a fait la course parfaite, elle a réussi vraiment à être très forte. Il n'y a pas eu une erreur de sa part. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, même moi, quand je vois, on est à 35-40 bandes de l'arrivée, il y a Cofidis qui vient de faire rideau. Enfin, Cofidis vient d'arrêter de rouler dans le peloton et le peloton fait rideau. Et là, on passe d'un écart entre l'échappée et le peloton qui était aux alentours de entre une 5 et une 15 à un écart qui monte très vite à une 50 en 1 km, 2 km. Et là, je me dis à ce moment-là, putain, elle a peut-être fait une erreur, c'est peut-être une erreur de sa part, c'est peut-être problématique. Et là, Audrey Cordon-Rago, avec intelligence, elle s'est dit non, faut pas que j'attaque à ce moment-là, faut que j'attende. Et puis, c'est au même moment où tu la vois parler avec Gladys Verhulst. Et en fait, elles ont fait une alliance. Et c'était quelque chose de très intelligent à faire, parce que ce sont 2 filles qui étaient dans des équipes en solo. Elles étaient seules dans leur formation. Et elles ont fait du bon travail. Et pourtant, Audrey Cordon-Rago, il y a plusieurs moments où elle peut paniquer. Déjà à ce moment-là, quand l'écart augmente, où elle peut se dire je vais attaquer maintenant. Quand elle a une crevaison, elle aurait pu s'énerver aussi. Elle a une crevaison à 45-50 bornes de l'arrivée, là aussi. À plein de moments, elle aurait pu mal courir. Et en fait, pendant toute la journée, quand vous regardiez bien, elle ne fait pas une erreur de stratégie. Elle n'attaque que 2 fois, au final, et c'est 2 fois au bon moment. Quand elle revient sur Gladys Verhulst, tout de suite elle met le petit coup d'accélérateur. Même dans le final, elle a très bien géré, elle a joué avec les nerfs de Gladys Verhulst. Avec l'expérience, elle a dit non, au kilomètre, moi je ne passe plus de relais, malgré le fait que les filles derrière elles sont qu'à 15 secondes. Elle a tout fait à la perfection. Et quand on fait tout à la perfection, c'est assez rare qu'on gagne pas quand même. Et chapeau, surtout quand on est l'une des meilleures françaises aujourd'hui au niveau international, parce que Audrey Cordon-Rago, ça fait partie des meilleures filles aujourd'hui du plateau de ces championnats de France. Et super course, super performance. Il n'y en a pas 150 quand même qui ont réussi à avoir les 2 titres. La dernière chez les filles, c'était Pauline Ferrand-Prévôt. Alors chez les garçons, je crois que Chavanel n'a jamais réussi de tête. Si on regarde j'ai pas le palmarès là, mais oui, c'est très fort de sa part. Donc voilà, belle performance, belle course de la part de la française. Voilà, il n'y avait pas grand chose à faire pour la battre. Il aurait fallu qu'elle fasse une erreur tactique et elle n'en a pas fait. Donc je crois qu'il y a un moment, il faut aussi saluer la performance. Elle a été fantastique et sensationnelle aujourd'hui. Audrey Cordon-Rago, encore une fois, l'expérience a payé aussi. Elle a 32 ans. Ça fait depuis 15 ans qu'elle est dans le peloton professionnel. Elle a commencé en 2008. Au bout d'un moment, ça se voit. Et il n'y a pas eu une erreur. Et puis, c'est une fille qui, depuis 2014, est dans des équipes étrangères. Ça fait depuis 2014. Et là aussi, ça se remarque. Je pense que sa participation pour le Tour de France féminin, elle l'a validé aujourd'hui lors de cette course. Le début de saison n'avait pas été incroyable. Eh bien, je crois qu'elle a rappelé qu'elle était vraiment en très bonne condition physique
et que ça serait compliqué de se passer d'elle. Je poursuis avec Gladys Verhulst, la concurrente de l'école Wahoo. Pas grand chose à dire de Gladys, à part que ça passe pas pour pas grand chose. Ça passe pas. Je pense que du côté de Gladys, il y a eu des erreurs. Enfin, il y a eu des erreurs. C'est-à-dire que elle a énormément animé la course à un moment, et contrairement à à Audrey, elle a fait un peu plus d'efforts. Et ça, c'est là-dessus que ça se joue dans le sprint. Elle a fait un peu plus d'efforts. Intrinsèquement, elle est plus rapide que Audrey Cordon-Rago. En plus, les sprints en petits faux plats montants comme ça lui fait pas peur. À Plouay, elle avait été très forte l'année dernière. Elle avait fait vraiment un très beau sprint. Mais là, il lui en a manqué un petit peu. L'expérience aussi, hein, on parle d'une fille qui a 25 ans face à une fille qui en a 32, qui a commencé seulement en 2019 chez les professionnels et qui est dans des équipes, c'est la première année qu'elle est dans une équipe étrangère. Et au bout d'un moment, ça se voit aussi dans la manière dont elle a couru. Elle était moins sereine que Audrey Cordon-Rago. Dans le final, elle craque parce que c'est elle qui passe le relais au kilomètre. Et ça joue aussi au niveau de son sprint. Mais c'est tout à fait normal parce que fille qui a moins d'expérience et derrière ça joue. Et puis, bon, Gladys, elle a remporté une épreuve hein, cette année, la Van Andal classique. Mais son palmarès aujourd'hui chez les professionnels, donc il y a la Picto Charentaise en 2019, le Grand Prix féminin de Chambéry en 2021, et pardon, la Van Andal classique. De l'autre côté, même si c'est pas la fille qui a le plus gagné, Audrey Cordon-Rago, c'est quand même une fille qui a eu des résultats sur des très très belles courses, 18 victoires, qui a aussi 37 classiques à son actif. Gladys Verhulst, elle en a 4. Donc voilà, à un moment, ça fait des différences. Et sur l'étape du jour, je pense que ça a eu des conséquences sur la course du jour pour Gladys. C'est dommage, mais bon, c'est une fille, quand tu fais 3 fois des bons résultats au championnat de France, bon, il y a un moment, tu sais que ça va claquer un jour. Même si c'est vrai que c'était triste forcément, parce que voilà, c'est pas la première fois qu'elle fait 2. En plus, la dernière fois, c'était déjà derrière Audrey, qu'en 2021, elle fait 3. Donc c'est sûr que voilà, ça fait un peu mal quand tu n'arrives pas à t'imposer. Et puis même en UF23, elle avait fait 2e des championnats de France. Donc voilà, ça fait un peu mal pour la Française qui, a souvent fini 2e. Au niveau des résultats. Donc voilà, il y a une différence. Elle a fait un peu trop d'efforts, je pense, en début de course, et ça s'est payé dans le final. Je continue avec Noémie Abgral de l'équipe Stade Rochelet-Charente-Maritime. Alors Stade Rochelet-Charente-Maritime qui sera le petit poussé du prochain Tour de France. Ça serait même, s'il y a France Télévisions qui m'écoute, je ne pense pas. Ce serait peut-être intéressant de faire un inside au Stade Rochelet-Charente-Maritime. Ça pourrait être marrant. Du côté de Noémie Abgral, fantastique, parce que, alors là, faut être culotté quand même. Elle part quasiment kilomètre 0. La course, vous allez me dire, fait que 120 km, mais elle part kilomètre 0. Elle fait 2 tours seule. Ça veut dire avec personne. Donc là, déjà, faut s'accrocher mentalement. Donc ensuite, il y a des filles qui reviennent sur elle. Donc elles sont 3 ou 4, je crois, seulement dans l'échappée au début. Voilà, bon, après ça collabore, mais pas simple. Elle se fait quand même engueuler par Jadeville. Après 70 km où elle était devant. Elle se fait martyriser par Jadeville pendant 5 bornes. Avec le fameux « je vais te suivre pour que tu prennes bien ton relais », enfin ce genre de choses. Donc en plus, elle n'a pas pu se cacher pendant un moment. Et derrière, elle a eu des crampes dès la mi-course. Et elle finit 3e. Et elle n'est pas dans la formation la plus expérimentée et la formation qui a le plus de moyens. Donc chapeau. Voilà, il faut 22 ans. 99. C'est très intéressant ce qu'elle a montré aujourd'hui.
Et elle a dit, j'ai adoré cette phrase, elle a dit, quand j'ai vu les deux autres arriver, donc Gladys Verhulst et Audrey Cordoargo, je me suis dit, bon, pour le titre, c'est mort, on va se concentrer sur la 3e place. Mais je pense que cette performance-là, ça va lui donner de la confiance, peut-être pour le prochain Tour de France, qui va être le prochain grand objectif de cette équipe. Mais c'est sûr que faire ce qu'elle a réalisé à 22 ans, chapeau, et encore une fois, elle n'est pas dans la plus grosse formation, dans la plus grosse équipe. C'est une fille qui l'année dernière a abandonné énormément de courses. 29 jours de course, elle a dû abandonner la moitié des jours de course auxquels elle a participé. En plus, donc elle n'a pas eu une année 2021 facile. 2022, ça va mieux. Elle est dans une petite formation, le Stade Rochelet Charente-Maritime. Bon bah voilà, premier bon résultat. J'espère que ça en appellera d'autres. C'est une fille qui est en fin de contrat. Bon, je serais certaines équipes françaises d'un meilleur niveau. Je regarderai quand même Noémie Abgral, parce que quand tu fais 3e de cette manière-là, en étant animatrice de la course toute la journée, c'est que tu as un sacré potentiel. Et puis Sandrine Bidot, 6e, 33 ans, Sandrine Bidot. Et vous allez voir un truc exceptionnel, 6 ans seulement chez les professionnels. C'est une fille qui a commencé en 2008 chez les professionnels, qui a arrêté en 2009, qui est revenue entre 2012 et 2014, qui a réarrêté et qui revient là en 2022, 7e de Darsdour et Hagaland en Belgique, 6e des championnats de France. Elle aussi, elle était dans l'échappée, elle est partie dans le groupe de contre avec Jadeville, donc elle a senti quand même le bon coup. Et puis c'est un bon résultat pour cette équipe Saint-Michel Aubert 93, et puis pour cette fille qui encore une fois a une carrière un petit peu en dents de scie. Mais c'est un très bon résultat, pas beaucoup d'expérience pour elle. Elle avait fait déjà 5e de la course sur route en 2014, l'année de Pauline Ferrand-Prévôt. Donc voilà, c'est pour vous dire une carrière vraiment surprenante. Et alors, on va sortir en 2009, ce qu'elle avait fait en 2009 et 2008. En 2009, elle avait abandonné. En 2008, peut-être qu'elle avait abandonné aussi. J'ai pas d'infos. Elle avait fait le Tour féminin en Limousin. Alors, ça fait partie des courses. Il y a pas mal de courses comme ça qui ont disparu entre 2008 et, je dirais, 2015. Du côté des courses féminines par étape en France. Mais non, belle perf pour elle. Puis vous savez que bon, j'aime bien Saint-Michel Aubert 93, un peu une équipe de cœur, et elle a été hyper performante pendant cette course. Elle a été hyper performante. Elle a senti le bon coup. C'est important aussi pour une équipe comme Saint-Michel. Ça marque des points UCI. Alors c'est moins important pour les filles, mais ça aura peut-être de l'importance dans les années à venir. Et puis voilà, elle a fait une belle performance, et puis elle montre qu'elle est en forme. Je crois que Saint-Michel aussi est sur le prochain Tour de France. Ça va être intéressant. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, beaucoup d'équipes dans les bonnets d'âne. Je commence avec la FDJ. Et c'est une déception de ne pas avoir une concurrente de la FDJ sur le podium. Eugénie Duval finit 5e. Jadeville 7, Marie-Lenette 8, Maëlle Grossetête 9. Alors elles font un bon tir groupé. Evita Music fait 7. Evita Music, fait 16. Mais il n'y en a aucune qui performe. Clara Copponi 26. Et Victorie Gullmann fait 38e. Mais on n'a pas réussi à claquer la victoire, on n'a pas réussi à claquer le bon résultat. Et c'est ça qui est surprenant, qui est décevant. Elles se sont fait avoir vraiment à leur propre jeu, parce qu'il y a un moment où elles avaient quand même plutôt la course en main avec Jadeville, avec Eugénie Duval. Quand Eugénie Duval revient, tu te dis... Il y a peut-être un bon coup à faire, mais pour ça, il aurait fallu que Jadeville se sacrifie tout de suite pour Eugénie Duval, pour montrer que elles allaient faire le boulot. Et en fait, à ce moment-là, elles ont plutôt essayé de désorganiser le groupe, et ça s'est complètement retourné contre elles, et c'était un peu prévisible, parce que ce n'étaient pas les plus fortes. Et elles, fallait qu'elles gardent quand même la cohésion du groupe.
Le problème également de la FDJ, c'est qu'elle se sont retrouvée devant à avoir pas des bonnes têtes d'affiche. On attendait plutôt Clara Copponi, sauf que Clara Copponi était loin. On attendait surtout Evita Music, qui a quand même enchaîné les bons résultats sur le Tour de Suisse féminin. Elle a enchaîné les très bons résultats et c'était pas les bonnes qui étaient devant, sauf que derrière, les filles pouvaient pas rouler derrière leurs équipières et ça a un peu bloqué la course. C'est dommage parce que je pense que Maëlle Grossetête, par exemple, était plutôt bien avec Marie Lenette. Mais bon, elle s'était piégée. Jadeville, elle a tenté de faire le maximum après. Alors certes, elle a engueulé la mauvaise personne, je pense, quand elle était dans l'échappée, mais ensuite elle tente de faire le maximum. Mais c'est un peu en fait, c'est un peu la stratégie qui s'est retournée contre elle. Ce qui est dommageable de rater cette opportunité quand on est la meilleure équipe française. Ça montre aussi que la FDJ, les résultats, c'est surtout dû aux concurrentes étrangères, à part Evita Music. Et ça montre peut-être qu'il faudra améliorer les Françaises qu'il y a dans cette formation. Alors le problème aussi, c'est que dans cette équipe, on a beaucoup de jeunes. Et que forcément, qui dit jeune, qui dit manque d'expérience, il dit encore des concurrentes qui ont besoin de s'affirmer, qui ont besoin de progresser. Mais ça a peut-être été aussi le problème de la FDJ, c'est que on a des filles qui sont très jeunes et c'est vrai que c'est pas les Italiennes ou Grace Brown ou Ludwig également, la danoise. C'est vrai que les meilleures concurrentes sont presque étrangères et ça c'est peut-être dû du côté de la FDJ, donc c'est dommage. Du côté de la Cofidis, eh bien je pense que du côté de la Cofidis, il va falloir lire le petit guide illustré de la bonne stratégie sur une course en circuit aux éditions Thomas Vauclair, parce que là elles sont passées complètement à côté de leur course à Cofidis. Et alors, à un moment tu te dis, à 30 bornes de l'arrivée, elles peuvent remodifier tout, sauf qu'elles refont encore une erreur stratégique, physique. Ça a été ça pendant toute la journée la Cofidis, c'est-à-dire que déjà elles n'arrivent pas à mettre des filles dans le groupe de contre et dans l'échappée qui était devant. Donc à 50 bornes de l'arrivée, il y avait une échappée de 5 ou 6. Il y a une Arkea, il y a une FDJ. Vous avez donc une Stade Rochelet, une Saint-Michel Aubert 93. C'est la seule équipe qui n'était pas là. Donc ça, c'est déjà un peu la loose. Et puis ensuite, derrière du côté de la Cofidis, donc on roule. Pour garder l'écart et pour tenter de réduire l'écart avec chez Cofidis c'est Sandra Levenez qui a fait elle a passé la journée à rouler pendant toute la journée, elle était en forme. Bon, ça n'a pas marché, mais ensuite du côté de la Cofidis, d'un coup à 40 bornes on décide de faire rideau, d'arrêter de rouler. Donc là tu te dis bon d'accord, elles veulent créer une course de mouvement. Et ça veut dire qu'il y a une fille peut-être chez Cofidis qui se sent forte. Donc juste après, vous avez Léa Curigné de la DSM, coéquipière de Juliette Labou, qui attaque. Donc ça relance un peu la course. Elle se fait rattraper notamment par une fille de la Cofidis. Et derrière, la Cofidis redémarre à rouler. Donc en fait, au lieu d'avoir un écart à 1 minute à ce moment-là, on avait une 50. Ensuite, Sandra Levenez roule extrêmement fort. On passe de 1,40 à 50 secondes en 10-15 km. Et on arrive dans une difficulté, une des petites bosses du parcours. Et là, patatras, il n'y a aucune fille de la Cofidis qui arrive à suivre les attaques de Verhust et de Cordon Rago. Et ensuite, elles repartent à rouler, mais sauf que c'est toujours Sandra Levenez qui roule et qu'au bout d'un moment, elle n'avait plus de jus dans les jambes. Et du côté de chez Cofidis, on n'avait pas les armes aujourd'hui. Et on est passé à côté, du côté de la Cofidis. Alors Victoire Berthaud fait 10. C'est quand même un maigre butin pour la deuxième meilleure équipe française. Donc elles sont passées à côté. Et encore une fois, il va falloir apprendre le coup de la stratégie parce que si on roule, on ne décide pas d'un coup, au bout de 5 minutes, d'arrêter de rouler et ensuite de reprendre la marche en avant. Enfin, ça n'avait aucun sens en termes de stratégie. Donc là, une grosse erreur stratégique du côté de la Cofidis.
Aude Bianic, mais c'est pas vraiment une surprise vu la performance qu'elle a fait au contre-la-montre. Elle n'a pas été en mesure d'accompagner les meilleurs. Aujourd'hui, il lui en a manqué un petit peu. Elle a tenté, hein, elle était quand Cordon Rago, Verhulst accélère. Elle était bien placée à ce moment-là, mais elle n'avait juste pas les jambes. C'est inquiétant quand même, hein, parce qu'on est à un mois du Tour de France pour les filles. Et c'est vrai que si j'étais Movistar, je regarderais parce que elle a renouvelé, hein, elle a renouvelé jusqu'en 2024. Aude Bianic, heureusement, elle a renouvelé un petit peu avant. Mais sur ces championnats de France, ça a été compliqué. Elle est passée à côté, mais elle a abandonné sur la Ride London Classic. Sur le Tour de Burgos, ça n'a pas été non plus fou en termes de résultats. Je l'avais mis en flop sur Paris-Roubaix aussi. C'est compliqué depuis le début de saison pour Aude Bianic et ces championnats de France sont un petit peu dans la lignée. Et c'est un peu dommageable parce qu'on aurait pu s'attendre à mieux de la part de Aude Bianic, mais elle n'a pas réussi à faire un bon résultat lors de ces championnats. C'est un peu triste pour Aude Bianic. Et puis je termine avec Arkea. Alors là aussi, c'est pas une surprise du côté d'Arkea. Alors, elles avaient une fille devant, c'était Anaïs Morichon. Le problème, c'est qu'Arkea, l'équipe est quand même très faible cette année. On parle quand même de cyclisme professionnel. Alors je sais bien qu'on va me dire c'est du cyclisme féminin. Bon, ça veut pas dire qu'on est en capacité de faire de la merde. Je trouve l'équipe assez faible. Surtout, elles ont perdu quand même leurs meilleurs éléments. Je pense à Gladys Verhulst. Elle était chez eux l'année dernière. Et c'est une équipe qui est très jeune. La plus vieille a 27 ans. Non, la plus vieille, c'est Charlotte Baker qui a 39, Morgane Coston a 31, Pauline Allain a 27. Mais il y a quand même beaucoup de filles qui ont 20 ans, 21 ans. Et surtout qui sont assez inexpérimentées. Et là, ça s'est vu. Et je trouve que pour une équipe féminine, le niveau est très faible. Vraiment. On parle de cyclisme professionnel. Bon, on les a très peu vus au final. Et la première Arkea finit 13e, c'est Anaïs Morichon. C'est quand même pas foufou. C'est une équipe qui l'année dernière, les 2 dernières années, avait fait des bons résultats, Arkea. Là, c'est un peu décevant. 2020, pour la première année, il y avait eu quand même une victoire sur le Tour de l'Ardèche, mais il y avait eu quand même des résultats en France. Mais il y avait Sandra Levenez et Gladys Verhulst. L'année d'après, en 2021, là, il y a eu des résultats même au niveau international, notamment sur le Grand Prix de Plouay ou sur le Samin, avec Gladys Verhulst, ou avec Lucie Journier à la Ronde de Moucron au Grand Prix du Morbihan. Mais Cédrine Carbaol est partie chez Cofidis, Sandra Levenez est partie chez Cofidis, donc Verhulst est partie de chez Le Col. Lucie Journier, elle est restée, mais elle n'a pas, elle a fait 11e du Samin des Dindes, mais c'est peut-être un peu en dessous cette année, un peu moins bien. Et l'Arkea, j'ai trouvé que c'était quand même très faible. Et elles ne sont pas passées à côté chez Arkea parce qu'elles n'étaient pas en mesure déjà de suivre les meilleurs. Donc c'est quand même un petit peu inquiétant, je trouve. On passe à la preview de la course de demain chez les garçons. Alors là, ça sera pas 120 km, ça sera 240, donc c'est costaud. Du côté des têtes d'affiche, je dirais qu'on aura Rémi Cavagna, le champion en titre. Alors là, j'ai une start list qui n'est pas foncièrement qui n'est pas totalement bonne parce que c'est une start list. Voilà, faut savoir que les championnats de France sur Pro Cycling Stats, il n'y a pas forcément toutes les infos, donc c'est un peu compliqué. Chez AG2R, il y a Marc Sarraud notamment. Sidier, Marc Sarraud, qui a quand même remporté la classique Pays de la Loire. C'est quand même un parcours, on pourrait dire, similaire. Cosnefroy avait également fait un bon résultat en 2021 sur cette même course. Du côté de BNB Hotel, il y a Pierre Barbier. Du côté des sprinters, je dirais qu'il y a quand même Jonathan Hiver qu'il ne faudra pas sous-estimer. Bon Amour, on ne sait jamais. Un Goujard en échappé, ça peut être intéressant.
Du côté de la Groupama, bien entendu, Arnaud Démare est quand même le leader et le favori de l'équipe. Il faudra se méfier également de Madouas. Il y aura également Romain Grégoire dans cette formation et Paul Panuette aussi pour emmener. Du côté d'Arkea, je pense que... Non, il n'y aura pas Boigny, mais il y aura Hugo Hofstetter, donc ça peut être intéressant. Il y aura également du monde pour l'emmener, et puis il y aura peut-être quelques coureurs, un Mathis Louvel par exemple aussi, ça peut être intéressant chez Total Energy. On aura bien entendu des coureurs pour l'échapper, mais je pense à Julien Simon qui a fait plutôt un bon mois de mai. On peut penser aussi à un Burgodeau, pourquoi pas en attaquant de loin. Eux, il faudra ils devront attaquer chez Total Energy. On peut quand même penser à Sandy Dujardin, qui a quand même une bonne pointe de vitesse. Chez Cofidis, on pensera à Brian Cocard, qui peut être performant sur ce type de parcours, qui sera avec Benjamin Thomas. Du côté du team en U Nantes Atlantique, Emmanuel Morin, qu'il ne faut pas sous-estimer, surtout que cette équipe sera au complet. Jason Tesson du côté de Saint-Michel Aubert 93 ou Romain Cardis, et puis pourquoi pas un Rossetto dans l'échappée ou qui attaquerait. Nice Métropole, il y a Maxime Urruti, parce qu'il faut dire comme ça. Faut savoir, comme l'a marqué dans les commentaires, faut savoir que c'est vraiment pas une vanne. J'ai fait la présentation de Nice Métropole Côte d'Azur. Un mois et demi après ou 2 mois, au moins, après la mise en ligne de la vidéo, Maxime Urruti il m'a fait, faut pas dire, j'avais dit je crois Urruti, et on m'a dit il faut dire Urruti. Mais il l'a pas dit, enfin c'était pas hyper sympathique dans le commentaire. On a bien senti que on dit Urruti. Puis donc Andrea Miss Sud également dans cette formation. Ça sera pas facile pour Nice Métropole, mais comme toutes les équipes de 3e division. Il faudra pas oublier Hugo Page, qui pourrait être emmené par Adrien Petit chez Intermarché. Ça peut être vraiment un beau duo. Il y aura chez Gosport Thomas Bouda. Et oui, alors même si pour le moment Thomas Bouda depuis le début de saison c'est pas fou. Et puis il y aura également Rudy Barbier pour Israël. Normalement chez Biked, Léo Bouvier et Julian Lino. Juliane Lino, parce qu'il faut dire Juliane. Chez Novo Nordisk, Lucas Doge et Mehdi Benhamouda. Vous savez, toute la passion et tout le bonheur que j'ai de parler du team Novo Nordisk. Donc voilà, du côté des coureurs qui seront des têtes d'affiche un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas des coureurs que j'ai annoncés qui ne seront pas au départ. Mais avec les tests Covid et les PCR, ça change un petit peu au dernier moment. Donc on verra ça demain. On débriefera la course masculine demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.